Nous allons faire un petit plan de la journée, de la présentation. Donc, on va d'abord parler un petit peu du contexte global du marché de l'énergie. Vous verrez, nous avons essayé de lister un peu tous les éléments qui permettent qui expliquent un peu où on est. J'entends rien. Vous nous entendez? Alors, je pense que si vous avez des soucis d'audio, n'hésitez pas à le mettre dans la discussion à ce moment-là. On verra si c'est général ou pas, mais j'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc, je reprends. Nous allons d'abord parler du contexte global de l'énergie, puis nous allons parler un peu plus en détail des approvisionnements gaziers en Europe, parce que finalement, c'est ça qui est quand même assez important aujourd'hui. Nous ferons un focus sur le GNL, un focus sur le stockage, puis après, on va parler de l'évolution des prix du gaz sur le marché, et enfin, un petit slide, parce qu'on a beaucoup d'acheteurs qui sont présents aujourd'hui, sur les stratégies d'achat qu'ils peuvent être voir dans le... Voilà. Et donc, on va attaquer avec le contexte global du marché, où on va vous parler je dirais, par plaque continentale. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et en Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe en Europe et qu'est-ce qui se passe en Asie. Donc, comme je vous l'expliquais, nous avons décidé de lister un petit peu tout ce qui avait un impact à la hausse ou à la baisse sur le prix du gaz au niveau mondial. Vous verrez en regardant le slide qu'au final, il y a beaucoup de choses qui ont un impact haussier sur le prix du gaz et assez peu de choses, malheureusement, qui ont un impact baissier actuellement. Donc, je vais commencer par les Amériques. On a un vrai souci aujourd'hui de l'offre qui vient des États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu du gel au Texas qui a empêché une exploitation des installations de récupération de gaz de schiste. Il y a aussi la tempête Ida en septembre qui a eu un impact sur une installation de gazéification de GNL, enfin de refroidissement du gaz pour faire du GNL. On ne va même pas parler de l'impact du Covid-19 qui a été assez marqué et qui a ralenti l'activité industrielle notablement, surtout l'activité de mise en place de nouveaux puits de gaz de schiste. Aujourd'hui, nous avons une production de GNL venant des États-Unis. Attends, le son dont on entend, c'est où là? Là-bas. Il y a des gens qu'on entend, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Attends, option d'affichage, regarde. Non, non. On vous entend. Si vous pouvez couper vos micros, ce serait parfait. On vous entend plus, monsieur Debonne. Votre micro est coupé. C'est bon, le micro a été réactivé. Merci beaucoup. Donc, je reprends sur la dernière phrase. J'espère que vous avez eu le reste. Je dis que nous avons une augmentation de la demande en Amérique latine, entre autres parce qu'il y a eu une sécheresse au Brésil qui a imposé de produire de l'électricité non plus avec des installations hydroélectriques, mais avec du gaz, ce qui a entraîné une demande importante de GNL. Et cette demande de GNL, elle arrive aussi via l'Argentine, qui finalement fait venir du GNL et l'exporte vers le Chili, vers le Brésil. Donc, tous ces éléments-là ont une hausse de prix. Nous n'avons pas réussi à trouver d'éléments au niveau des États-Unis qui puissent entraîner une baisse de prix du gaz actuellement. Je vais passer la main à Nadège qui va vous parler de l'Europe. Oui, alors merci. Alors effectivement, donc, le prix du gaz est en forte augmentation depuis le début de l'été en Europe et bat du coup des records sur les marchés européens. Alors pour bien comprendre la flambée des prix, il faut regarder précisément deux variables. Donc ces deux variables sont très simplement l'offre et la demande. Alors commençons par l'offre. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors aujourd'hui, on est dans une situation où il y a situation où il y a plusieurs facteurs qui vont impacter à la hausse le prix du marché. Et vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation malheureuse avec cette conjonction de plusieurs facteurs, cette coïncidence. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on se disait que ce qui pouvait vraiment impacter la hausse du prix du marché, c'est vraiment un seul impact qui pourrait vraiment avoir un effet important sur le prix et sur le marché en général. Alors, pour lister ces facteurs, on a bien évidemment une maintenance des gazoducs norvégiens qui a impacté forcément l'offre à la baisse. On a aussi un incendie sur une installation dans le Grand Nord russe qui s'est produit récemment, donc en août 2021. Et également, on n'a pas d'augmentation de l'offre via les enchères de capacité. Donc, pour citer aussi un élément important, c'est que le gisement gazier aussi aux Pays-Bas sera fermé à partir de 2022 et forcément, c'est un impact aussi sur les prix.
Alors, côté demande, ce qu'il faut aussi retenir, bien évidemment, c'est cette reprise très forte de l'activité économique, qui forcément a un impact aussi sur la demande donc sur le marché européen. Donc, qui dit hausse de la demande dit aussi mécaniquement une baisse des stockages qui se situe aujourd'hui actuellement à des niveaux assez bas pour l'Europe et surtout pour cette période. Ce qui fait aussi augmenter la demande, c'est bien évidemment le recours au charbon et au gaz pour l'électricité. Donc, à savoir aussi, on a une baisse du nucléaire et aussi un déficit de renouvelables. Donc, on s'est aperçu cet été que les productions des renouvelables ont baissé par rapport à la moyenne. Et donc, forcément, il y a eu une incitation à utiliser plus de charbon et plus de gaz pour la production électrique. Alors, ce qui pourrait effectivement détendre le marché et avoir un effet baissier sur les prix, donc bien évidemment, c'est l'augmentation de l'offre de GNL, donc l'offre mondiale, mais aussi l'augmentation de l'offre en Norvège. Et aussi, ce qui est très important, donc il y a un élément clé qui va façonner la dynamique du marché européen. Donc, c'est bien évidemment le gazoduc offshore, donc gazoduc russe Nord Stream 2, avec sa capacité annuelle de 537 TWh. Je passe donc la parole à Pierre. Merci beaucoup, Nadège. Comme vous pouvez le constater, on a mis un élément qui a un impact dans le long terme, donc en 2027, l'annonce du Qatar sur le grand projet d'augmentation des capacités de liquéfaction du gaz, le projet à 30 milliards de dollars qui devrait voir le jour en 2027. C'est le seul élément d'envergure qui pourrait augmenter donc, cette capacité d'offre de GNL pour les marchés mondiaux, mais l'impact ne sera visible. Si on regarde les événements de cette année 2021, le premier gros événement qui a eu à cet effet haussier était la congestion à travers le canal du Panama pour envoyer les méthaniers depuis le bassin Atlantique vers le Pacifique, puisqu'il y a eu lors du Q1 2021, l'Asie avec l'envoi des cargos vers cette zone, et donc du coup la congestion du canal qui n'était pas prévue, on va dire, avec un tel flux maritime. Bien entendu, les maintenances qui ont été présentes en Australie, tous ces facteurs qui permettent ou qui ont limité l'offre disponible a eu un effet haussier durant l'année 2021 sur les prix. Si on regarde la partie demande dans cette zone géographique, il y a eu la croissance économique de la post-Covid de la part de la Chine et de l'Inde qui ont un appétit en énergie très fort et qui continue aujourd'hui avec une grande demande dans toutes les formes d'énergie, que ce soit du gaz via GNL, le gaz via pipe avec le Power of Siberia depuis la Russie et bien entendu la demande en charbon pour le parc électrique et industriel. Quand vous avez la Chine et l'Inde, ces deux marchés-là qui font la course, on va dire, aux enchères, ont créé une pression haussière sur les prix. Donc, nous allons voir dans la slide suivante l'évolution des prix aussi bien en Europe et en Asie pour le gaz. Donc oui, ici vous avez un aperçu, un panorama des approvisionnements gaziers en Europe. Donc les importations gazières de l'Union européenne sont principalement assurées par gazoduc, mais aussi on a une part importante quand même des importations qui provient du marché mondial du GNL. Il faut savoir que le GNL est plus une variable d'ajustement qui consiste à faire de l'Europe un réservoir de GNL pour justement absorber les offres abruptes, les hausses abruptes de l'offre en GNL, mais aussi inversement, si la demande mondiale augmente, de pouvoir contrer sa situation. Alors aujourd'hui, forcément, on est dans une situation un peu inverse, avec les cargaisons de GNL qui se redirigent massivement vers l'Asie, donc vers des marchés à qualité, avec des prix plus importants. Donc forcément, une partie du GNL se tourne vers l'Asie. Alors si on regarde les flux, l'Union européenne importe du GNL depuis le Moyen-Orient, depuis l'Amérique du Nord, mais aussi depuis l'Afrique, avec donc l'Algérie et le Nigeria en tête. On a aussi bien sûr toujours la Russie et la Norvège avec 40 TWh de capacité annuelle. Et bien d'ailleurs, si on regarde les gazoducs qui étaient la première source d'approvisionnement en Europe, le marché européen suit un approvisionnement, on va dire, géographique. Nous avons indiqué les différents pipelines qui approvisionnent l'Europe. Donc, on va aller du nord vers le sud. Et donc, il y a eu le Nord Stream 1 qui a déjà été ouvert, qui connecte directement la Russie vers l'Allemagne. Il y a le projet Nord Stream 2 qui est en cours d'homologation.
le premier gazoduc, on va dire terrestre, qui connecte la Russie à l'Europe, on va dire, de l'Ouest et le pipe Yamal. Donc, c'était la route qui connecte Russie via Biélorussie, Pologne vers l'Allemagne et donc, du coup, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord-Ouest. Le deuxième pipeline, enfin, en tout cas, le deuxième gazoduc qui connecte la Russie à l'Europe centrale et l'Europe du Sud était le gazoduc de la Fraternité. Et il y a eu, on va dire, 2 nouveaux pipes qui sont rentrés en service. Il était le Turkish Stream, donc qui passe directement par le Caucase via la mer Noire vers les Balkans, et la connexion qui a été faite entre la Grèce et l'Italie avec le TAP pour pouvoir approvisionner aussi le gaz d'Azerbaïdjan vers l'Europe du Sud. Donc, le marché européen est approvisionné en pipeline via des contrats long terme de manière géographique, de manière ordonnée. Et bien entendu, avec la façade maritime, l'Europe aussi est un carrefour avec le GNL en provenance d'Amérique du Nord, mais bien entendu aussi depuis l'Afrique. Donc, on voit bien que l'Europe dépend, on va dire, de ces 2 quantités-là, d'une part des gazoducs et d'une part du GNL. Et bien entendu, dans cette configuration d'offres et demandes très précaire, en tout cas, avec la part du GNL qui est déroutée vers l'Asie, on voit bien que s'il y a ce manque, on va dire, de flexibilité de la part du GNL, ils sont grandement dépendants des approvisionnements via gazoduc. Donc, c'est un équilibre qui est très précaire, en tout cas sur 2022. Sur les graphiques suivants avec les Salut Rimran. Merci de Ça va couper, et toi? s'il vous plaît. Ce que nous allons vous présenter dans les prochains slides, c'est d'abord un focus sur le GNL pour bien comprendre l'impact que le GNL a pu avoir directement sur les prix de l'Europe. Et ensuite, nous allons parler des stockages en Europe, puisque les stockages sont remplis massivement par les volumes gazoducs et aussi par le volume GNL. Donc, je vais laisser la main à Nadège pour parler du GNL. Oui. Comme évoqué précédemment, on remarque très sensiblement aussi que l'importation de GNL en Europe a diminué de 10% en un an, alors qu'elle a fortement augmenté dans d'autres régions du monde. Donc en Amérique latine, plus de 80%, Asie du Sud-Est qui est passée de 87 TWh à 107 TWh. Donc en fait, aujourd'hui, on voit très clairement que très souvent on parle de Chine, mais aussi on a ces régions du monde, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, qui vont justement augmenter cette demande. Donc l'Europe fait face vraiment à une concurrence accrue, qui est vraiment une situation assez intéressante cette année-là, puisque vraiment on a ces régions qui émergent pour la demande. Et donc, il ne faut pas oublier ce point qui est très important, puisque aujourd'hui, l'Europe doit faire face à cette situation et ça risque de continuer aussi en 2022. Alors, on pourrait passer aussi à la slide suivante. Alors, effectivement, ici, ce qu'on voit, c'est que la demande en GNL ne cesse de croître. Et ça, bien évidemment, c'est donc la région du nord-est de la région donc de l'Asie et principalement justement responsable de cette hausse. Alors, demande très forte, comme on voit ici, de GNL du fait que l'Asie souffre d'un déficit de stockage en gaz naturel. Et ce qui est aussi très important et très intéressant de regarder, c'est que justement cette demande importante donc en Asie et donc en Chine se reflète dans une corrélation quasi parfaite entre les prix spot des 2 continents, donc, à savoir l'indice spot GNL JKM, et aussi on a le prix spot du gaz, le TTF. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important de suivre. Et on note aussi bien qu'on assiste vraiment à une mondialisation des marchés gaziers. Et aussi, on peut dire très clairement que le prix du gaz, donc le GNL, devient vraiment, on a un phénomène de commoditisation, justement via le fait qu'on a cette émergence de marchés spot et aussi surtout que par cet arbitrage qui se fait en continu sur les prix sur les marchés. Donc voilà, cette concurrence vraiment forte qui existe entre l'Europe et la Chine se traduit par cette corrélation entre les deux prix spot. Et voilà, comme on le voit, le monde entier compte sur le GNL. Et l'Asie, justement, de par ses besoins, de par ses annonces aussi qui ont été récemment faites en août et en septembre, selon lesquelles justement l'Asie allait acheter du GNL at all cost, justement, quoi qu'il en coûte, définit justement aujourd'hui le prix mondial du GNL. Et en fait, on assiste aussi à un facteur très intéressant dans les flux et dans les répartitions des GNL, ce qu'on appelle l'unloading et le reloading, que vous pouvez voir ici sur le graphe à droite. Donc en août, par exemple, 2021, sur les 8 navires GNL qui sont arrivés en Europe, on a 2 aussi qui se sont dirigés vers l'Asie.
Donc, c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte aussi dans cette situation actuelle. Et aujourd'hui, vraiment, le GNL est un secteur aussi important et prépondérant dans la formation des prix et aussi dans l'évolution future du marché gazier. On va passer au stockage. Aussi, bien entendu, le stockage a joué un rôle important dans l'évolution du calaos durant cet été. Et bien entendu, le niveau de stockage indiquera aussi les indications des mouvements de prix durant l'hiver. Nous avons voulu faire un comparatif entre la situation de l'hiver précédent par rapport à cet hiver. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez la sortie. Le graphique en bleu ciel vous montre le gaz, le niveau de gaz dans les stockages à la sortie de l'hiver 2019, donc la période novembre 2019, mars 2020, et le volume à l'entrée de l'hiver au 24 octobre pour pouvoir comparer, on va dire, le gaz effectif par rapport à cette année. Et donc, vous voyez, en tout cas, si on regarde sur le graphique de gauche, que la France avait 30% de gaz dans ce stockage à la sortie de l'hiver et a injecté massivement pour avoir, en tout cas, proche de 100%, pour avoir un hiver, on va dire, couvert et pour pouvoir couvrir cette vague de froid, d'avoir ce niveau de sécurité d'approvisionnement. L'Europe était à peu près à un niveau équivalent et sorti avec un hiver un peu plus doux en fonction des zones, donc avec un niveau de stockage à cet hiver assez important, donc une vague d'injection au niveau européen assez réduite si on compare par rapport à la France. Donc, on va dire que ce niveau de hausse sur les prix était limité l'année dernière pour entrer dans l'hiver avec 94% de gaz dans les stockages au niveau européen. Si on compare bien entendu aussi avec les situations avec l'Ukraine, c'est une relation relativement stable avec du gaz en tout cas disponible. Si on regarde cette année, pour la France, la situation est identique à celle de l'année dernière. Bien entendu, les niveaux de prix sont complètement différents, sur une échelle absolue complètement différente. Et l'Europe, et là, c'est le message qui va être très important, c'est que l'Europe actuellement est à 76% de gaz dans les stockages. Il est vrai qu'il n'y a pas encore de vague de froid, nous sommes dans un climat relativement doux, et l'utilisation dans les stockages, pour l'instant, n'a pas un recours massif à l'utilisation des stockages. Donc, il y a toute la possibilité de pouvoir encore continuer les phases d'injection. Néanmoins, s'il y aura une vague de froid et un hiver rigoureux, le gaz qui sera donc injecté dans les stockages devra être soutiré, et du coup, il pourra y avoir aussi un recours massif au marché pour avoir un approvisionnement direct, en tout cas pour les quantités additionnelles, fait de cet effet climat. Et donc, comme vous pouvez voir sur le petit récapitulatif en bas de la slide, s'il y a un hiver rigoureux, le marché continuera à être haussier et en tout cas augmentera la volatilité. Et donc, du coup, l'incertitude sur le niveau de prix actuel, nous partons sur des niveaux de prix élevés. S'il y a un hiver rigoureux et donc l'impact climat, il faudra repartir à la hausse des niveaux de prix. Alors justement, on va passer maintenant au niveau de prix du marché. Donc, nous avons repris la courbe de gauche, c'est à peu près la même que celle que vous avez vue tout à l'heure, qui vous a été présentée par Nadège. Sauf qu'au lieu de mettre le TTF, qui est la plus grosse place des marchés européens, on a mis le PEG, qui est la place des marchés français, qui est déjà un marché sur un marché très volatile, enfin un hub gazier très volatile et avec beaucoup de volume. Donc, du coup, il suit de près le TTF et on voit la hausse très importante qu'il y a pu y avoir cette année. Donc, on a l'historique du prix du marché journalier avec cette hausse énorme qui, comme on a pu le voir, était directement corrélée au prix du GNL en fait. Simplement, ce qu'on a pu voir sur le dernier mois, c'est que, on le voyait dans la slide présentée par Nadège, le GNL a continué à dépasser ces prix-là. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où il n'était même pas rentable. Les Européens ne voulaient plus acheter du GNL à ces prix-là. Du coup, l'Asie continuait à l'acheter et les prix au niveau du marché européen ont commencé à stagner, déjà parce qu'il y a eu une baisse de la demande qui a été générée. Certains très gros industriels ont décidé d'arrêter leur production, en particulier les producteurs d'engrais azotés qui sont de très gros consommateurs de gaz, parce que les prix du gaz étaient tellement élevés qu'ils n'avaient aucun intérêt à faire tourner leurs usines. Donc, on est arrivé à un tel niveau de prix que ça a commencé à impacter directement la demande gazière à cause de ce montant très élevé. Et on vous a mis juste à côté, là, sur le petit bout de la courbe, les prix forward pour l'année 2022, simplement pour que vous vous rendiez compte que quand nous étions au mois d'août,
on voyait un prix pour les années suivantes autour de 22 € et puis 18 € pour 2024. Ça, c'était en août. Et la même vue des prix forward au 22 octobre de cette année, on a quasiment pris 30 €, enfin, plus de 20 € du mégawattheure sur la totalité de la courbe. C'est ce qu'on voit un petit peu plus en détail à droite, finalement, c'est comment le marché voit le prix du gaz dans les années à venir. Donc, le prix du 2022, il est aujourd'hui très incertain parce que nous ne savons pas obligatoirement quand cette crise va se terminer. On reviendra un petit peu plus en détail ça à la fin de ce slide. Mais voilà, l'année 2022 est estimée par tous les gens qui achètent du gaz sur le marché comme étant assez volatile et assez risqué. Et on a des prix qui sont autour de 55 à 60 € du mégawattheure, ce qui sont des prix élevés et historiques. Par contre, si on regarde les années 2023 et 2024, on voit que ce qu'estiment les opérateurs gaziers aujourd'hui, c'est que les choses vont un petit peu se calmer et que le marché devrait redescendre à des niveaux de prix un petit peu plus bas, puisque vous pouvez le voir, pour 2023, nous sommes autour de 33, 34 €. Ça oscille beaucoup en ce moment. Et pour 2024, nous sommes autour de 24 € du mégawattheure, ce qui sont des prix plutôt normaux. Alors, je vais faire les choses un petit peu à l'envers. Je vais d'abord vous parler du futur et puis revenir après sur qu'est-ce qui pourrait impacter le présent actuel. Notre vision du marché futur aujourd'hui, quand on regarde le premier slide que nous vous avions présenté, vous aviez vu qu'il y avait énormément de points qui pouvaient entraîner une hausse du prix du gaz et très peu finalement de points qui pouvaient détendre le prix du gaz. Notre vision, c'est que ça va durer un certain temps sur le moyen terme, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a une demande de gaz mondiale qui est de plus en plus importante. On l'a vu, on a de l'Asie qui est prête à acheter du GNL à tout prix, la Chine qui veut moins utiliser le charbon pour produire de l'électricité et plus de gaz. Tous ces éléments-là font que notre vision actuelle, c'est que le prix du gaz va être durablement élevé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élevé? Ce n'est pas des prix à 60, mais ce n'est pas les prix qu'on a connus en 2020, où on était très bas, ou les prix qu'on a connus en 2021. Cette courbe, elle est assez intéressante parce qu'elle montre des prix en janvier 2021 qui étaient excessivement bas. On était autour de 15 € du mégawattheure, ce qui n'avait pas été vu depuis des années. Et nous pensons que ce n'est pas la tendance des années futures. On pense vraiment que, étant donné toute cette pression qu'il va y avoir sur la demande de gaz et l'offre qui ne va pas être non plus, qui ne va pas beaucoup augmenter finalement, en tout cas à moyen terme, eh bien on aura un prix du gaz qui serait plutôt autour de entre 25 et 35 € du mégawattheure. Ça, c'est notre vision pour le futur. Maintenant, aujourd'hui, on vit une situation un petit peu unique, avec des prix du gaz qui sont très élevés. Qu'est-ce qui pourrait détendre le marché à l'instant T, aujourd'hui? En fait, c'est un petit peu la même chose. On s'est un peu creusé la tête et on a cherché les éléments, et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce qui pourrait avoir un impact sur la demande, finalement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que la production éolienne reparte, parce que comme on le disait, ça fait 5 mois que la production éolienne est plutôt en berne au niveau de l'Europe, et ça a un impact, puisque si on ne produit pas l'électricité avec de l'éolien, il faut bien la produire avec autre chose, et c'est essentiellement du gaz. Donc, si la production éolienne est en train de repartir, donc on voit ce point-là qui est quand même assez important. En France, on a eu aussi un petit souci de maintenance des centrales nucléaires, puisqu'on a presque un tiers du parc qui s'est retrouvé en maintenance en même temps. Et là aussi, quand on ne fabrique pas l'électricité avec du nucléaire, il faut bien la faire avec autre chose. Et quand on n'a pas de l'éolien non plus, eh bien, on utilise du gaz. Donc, ces deux éléments-là, qui avaient un impact assez important sur la demande du gaz, devraient aller mieux. Donc, on estime que potentiellement, les choses vont aller mieux. Maintenant, qu'est-ce qui est aujourd'hui susceptible d'améliorer l'offre de gaz? Eh bien, pas grand-chose, malheureusement. On voit que, comme on l'a dit, le GNL part massivement en Asie. Il n'a pas de raison de ne pas y aller. Ils sont prêts à payer très cher et ils vont continuer à payer très cher. Surtout qu'on parle peut-être d'une vague de froid en Chine à venir, ce qui va augmenter encore ces attentes en GNL et fera bien évidemment monter les prix. Le dernier élément qui peut jouer en Europe finalement sur l'offre de gaz, c'est la mise en service de Nord Stream 2, donc le gazoduc qui vient d'être construit et qui part de Russie et qui arrive en Allemagne. Je pense que vous avez un peu tout suivi l'actualité sur le sujet. Nord Stream 2 est actuellement en cours de validation auprès de l'administration allemande et ce n'est que lorsque l'administration allemande aura validé le gazoduc qu'il pourra à ce moment-là, je dirais, être mis en service. Alors, il est déjà en pression, mais on pourra faire transiter le gaz dedans. Et à ce moment-là, on estime que cela devrait détendre partiellement le marché de l'énergie. Mais tout ça, c'est tributaire d'un dernier élément dont Pierre va vous parler un petit peu plus en détail, parce que tout ça, c'est si on a un hiver plutôt doux. Comme vous le savez, la qualité de l'hiver impacte directement les prix du marché.
Et aujourd'hui, il faut savoir que presque tous les fournisseurs de gaz, avant de regarder les prix du marché, ils regardent les prévisions météo et on croise tous les doigts pour avoir un hiver un peu doux. Pierre va rentrer dans le détail pour vous expliquer comment cela peut impacter le marché et on parlera après des stratégies d'achat. Merci beaucoup Jean-François. Et on a voulu partager avec vous tous un peu… Oui, Guillaume, pas de souci, Guillaume. On a voulu partager avec vous la vision historique sur les 3 hivers précédents, puisque les situations sont différentes pour chacune de ces années. Et nous avons pris comme exemple novembre 2018, puisque pour ceux qui le savent, en tout cas, nous avons une situation pratiquement similaire où nous sommes sortis en mars 2018 d'un hiver assez froid et avec des niveaux de stockage qui étaient très bas. Et il y a eu une hausse importante des prix durant l'été. Durant tout l'été 2018, les prix du spot et les prix du câble ont augmenté. Et nous nous sommes retrouvés à début de l'hiver avec ce prix du spot très élevé. Donc, c'est sur tout le graphique de gauche, sur le cadre novembre 2018, mars 2019. Et là, vous voyez que les prix du spot ont atteint des niveaux assez élevés. Avec des vagues de froid, le prix a continué à augmenter. Et plus on a avancé dans l'hiver et avec des clims et à une température assez douce pour la saison, le prix a commencé un peu à baisser. Et à partir de février 2019 et jusqu'à fin mars 2019, qui est la fin de l'hiver, avec des températures clémentes, les prix du gaz ont baissé, se sont corrigés. Puisque, bien entendu, n'ayant pas, on va dire, ce delta de demande lié à la thermique, pour retrouver une augmentation baissière sur les prix du fait du climat. Si on compare la situation de l'hiver précédent, on avait une situation différente où on partait d'un prix absolu beaucoup plus bas, bien entendu, mais avec un prix quand même sensible au climat. Les jours de froid, le prix augmentait. Bien entendu, l'année dernière, il y a eu les premiers confinements dans différents pays qui ont eu un impact, bien entendu, sur la demande et donc du coup des corrections du prix. Mais en tout cas, si on regarde massivement, le climat a aussi joué son effet baissier en cas de température assez clémente. Et si on compare, bien entendu, la situation de novembre, donc c'est l'hiver que nous avons connu précédemment, nous avons eu cette vague de froid, la première vague de froid qu'il y a eu en Asie avec la demande de Genève, qui a impacté directement aussi la formation du prix du spot, puisque nous avons eu des températures, certes, de saison, mais en tout cas, le prix, on l'a subi, en tout cas, et incorporé ce choc, on va dire, du fait du prix du GNL, l'a incorporé dans la formation du prix, donc du coup, est parti à la hausse. Mais en tout cas, une fois que le marché s'est stabilisé, on va dire, sur un équilibre offre-demande, on va dire, un peu moins sous pression, a repris, on va dire, le cours du climat. Et vous voyez, c'est-à-dire le deuxième pic intermédiaire, où là, les températures sont descendues sous zéro, le prix est reparti à la hausse. Mais en cas de retour, on va dire, de température clémente, le prix a continué à se corriger à la baisse. Le message est que pour cet hiver, bien entendu, comme on l'avait dit, avec le niveau de stockage qu'il y a en France, mais si on regarde au niveau européen, puisque les prix du gaz ne sont pas régionaux, mais on va dire au niveau international, en tout cas, ce qui va être important, ce sera cette période de froid et son intensité, c'est-à-dire si l'événement va être, on va dire, épisodique, et ce qui dans la longueur, et ça va être ce facteur-là, climat, maintenant, qui va jouer sur la formation du prix. Donc, nous partons d'un niveau de prix élevé actuel, et en tout cas, tous les facteurs haussiers seront liés au climat. Donc, un hiver rigoureux hausse des prix, climat plutôt clément, potentielle baisse, et bien entendu, comme l'a dit Jean-François, si le Nord Stream 2 est activé assez rapidement, il pourrait aussi avoir un effet baissier sur la structure, on va dire, d'offres disponibles, donc du coup, les prix pourraient baisser eux aussi, du fait de cet effet. Et on voulait partager avec vous, on va dire, les conditions météorologiques en France, entre, on va dire, une situation actuelle, donc le graphique en bleu ciel. Là, la courbe orange, on va dire celle qui serait la température normale, et vous voyez que les prévisions, en tout cas que l'on a sur les semaines à venir, une fois que les températures sont prévues au-dessus de la normale, on va dire avec cette température clémente, il pourrait y avoir un effet, on va dire, stable sur les prix actuels. Bien entendu, toute correction de vague de froid sur ces températures, sur les prévisions de température, pourrait amener des variations à la hausse, aussi bien des prix, on va dire, du trimestre du mois, mais aussi bien pour le spot, bien entendu, plus proche de la livraison, les corrections pourraient être beaucoup plus importantes.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a bien sûr l'offre et la demande comme principal facteur. Mais bien entendu, en étant dans l'hiver, le facteur climat jouera un grand effet sur le niveau de prix. Puisque bien entendu, les prix partiront à la hausse, mais toute la courbe incorporera cette hausse avec des niveaux peut-être différents, mais en tout cas, le niveau global sera amené à avoir un autre niveau que celui que l'on voit actuellement. Juste pour compléter les propos de Pierre, si on revient sur le slide précédent, il parlait de ce pic-là. On voyait que finalement, il faisait chaud en Europe, mais on a quand même eu un pic parce qu'il faisait froid en Asie. Donc, avec la mondialisation du gaz et avec le GNL qui devient finalement la variable d'ajustement du marché et le GNL partant vers les endroits qui sont prêts à le payer, entre guillemets, donc ce sont des achats plutôt opportunistes avec des bateaux qui tournent en attendant de décider où aller se poser, eh bien, en fait, on va voir que ça n'est pas juste un hiver rigoureux qu'il faut craindre en Europe, c'est un hiver rigoureux qu'il faut aussi craindre en Asie. Et même si un hiver n'est pas si rigoureux en Europe, peut-être qu'un hiver très froid en Asie va impacter les prix européens. Donc on assiste quand même à une véritable mondialisation du prix du gaz lié au fait que c'est le GNL aujourd'hui qui est le driver de ce prix. Voilà, je pense que c'est quand même une des conclusions importantes de cette discussion. On pourra après échanger un peu plus en détail. Et on a voulu quand même, parce que nous sommes une business unit commerciale, aider un petit peu nos acheteurs, et il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, sur quelle stratégie avoir dans les semaines et puis les mois à venir en termes d'achat. Donc, on a différencié en fait deux hypothèses. Deux hypothèses. Première option, on va parler des gens qui n'ont pas encore de contrat débutant en janvier 2022 ou début 2022. Et puis ensuite, on parlera des gens qui ont déjà une fourniture pour 2022, qui sont plus chanceux du coup, et qui auront un contrat qui va plutôt démarrer en 2023, 2024 ou les années futures. Donc, très clairement, aujourd'hui, si vous n'avez pas de contrat au 1er janvier 2022, je suis vraiment désolé pour vous parce que le prix du gaz est très cher. Comme on disait, voilà, il a peu de chances de baisser à très court terme. Tout dépendra finalement de la date de mise en service de Nord Stream 2, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour faire baisser très fortement les prix. Donc, il faut s'attendre aujourd'hui, si vous achetez à prix fixe, par exemple, si vous êtes un acheteur à prix fixe, que vous prévoyez dans vos budgets un prix très élevé. Le calendar 2022 est à 60 €. Ça pourrait baisser un petit peu dans les semaines à venir, mais si vous devez acheter rapidement, prévoyez dans vos budgets un prix qui soit assez cher. Et voir pour certains, ou si le gaz est une valeur importante dans votre panel d'achat, peut-être faire à ce moment-là des contrats de très courte durée, c'est-à-dire presque acheter le premier trimestre de l'année 2022 ou les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, ils vont être très, très chers. Du coup, ils sont encore plus chers que les 60 €. Ils sont plutôt à 80-90 € du mégawattheure. Mais au moins, si jamais le marché baisse en fin d'année ou en début d'année, ou peut-être à la fin de l'hiver, parce qu'on a quand même souvent une baisse en fin d'hiver, à ce moment-là, vous pourrez peut-être profiter d'un prix pour le deuxième semestre 2022 qui sera plus intéressant que le prix que l'on peut voir actuellement sur les marchés. Ça, c'est bien évidemment si vous n'avez pas besoin de fixer budgétairement votre prix pour toute l'année 2022 et que vous avez la possibilité d'attendre un petit peu par rapport à ce que vous demandent vos usines essentiellement, si elles veulent cette visibilité budgétaire ou pas. Et nous vous conseillons aussi, si vous décidez d'attendre, de mettre en place ce qu'on appelle un stop loss, c'est-à-dire que dire, OK, si on voit que ça repart à la hausse, parce que potentiellement ça pourrait repartir aussi à la hausse, à ce moment-là, il y a un moment où je vais quand même me couvrir, même si c'est très cher, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà un petit peu les conseils qu'on peut donner pour les gens qui achètent à prix fixe aujourd'hui en début 2022. Si vous achetez à prix indexé, je dirais qu'aujourd'hui n'est pas le meilleur moment pour négocier les contrats d'énergie. Ça n'est pas le meilleur moment parce que tous les fournisseurs gaziers ont vu leur risque augmenter notablement. La construction des indices indexés est assez complexe parce qu'on a une énorme volatilité du marché. Donc, négocier actuellement un contrat, ça n'est pas la garantie d'avoir le meilleur prix. Ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu. Et si vous fixez pas en indexé, il faudra fixer, notre conseil, c'est de fixer sur des périodes courtes. Finalement, c'est faire la même chose que ce que je viens de dire pour le prix fixe. C'est peut-être prendre d'abord le premier trimestre 2022, donc du Q1 2022, et puis attendre un petit peu de voir si ça baisse pour les trimestres suivants. Et on vous conseille aussi de prendre un suivi du marché très fort. Ça, c'est l'importance de la relation que vous avez avec votre fournisseur, finalement, qui soit capable de vous solliciter très rapidement et de vous dire s'il y a des opportunités marché, parce qu'il y aura des opportunités à saisir. On peut aussi travailler à ce moment-là avec des mandats.
comme on peut le faire nous, avec des mandats fermes ou des mandats indicatifs. Et quand un certain prix est atteint, soit on vous prévient, soit carrément on prend la position pour vous. Aujourd'hui, on pense qu'avoir au moins 50% de 2022 hedgé, c'est quand même un point important. On se dit qu'il y a quand même potentiellement des baisses qui pourraient. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir déjà eu un contrat signé précédemment, donc peut-être un prix qui soit assez bas, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour les années 2023, 2024 et suivantes? Eh bien, si vous êtes un acheteur à prix fixe, je pense que la période gazière actuelle est un bon moment pour vous poser la question de votre stratégie d'achat et de voir si l'achat à prix fixe reste toujours un bon choix ou pas. Si bien sûr vous êtes un petit consommateur, l'achat à prix fixe vous donne de la visibilité, c'est très bien, mais si vous commencez à consommer quelques gigawattheures ou quelques dizaines de gigawattheures par an, posez-vous vraiment la question de partir en prix indexé et à ce moment-là de construire votre prix en prenant quelques prises de position, pas obligatoirement beaucoup, peut-être 2, 4 ou 5, de manière à construire un budget qui suive les évolutions du marché qui vous permettent de profiter de baisses potentielles. Ce qu'on a pu voir aussi sur la courbe précédente, je vais la remettre, c'est que les années 2023 et 2024 ne sont pas inintéressantes, en particulier 2024. Et du coup, voilà, s'il y a une méthode que vous pourriez faire à prix fixe, c'est peut-être prendre 2023 et 2024 de manière à avoir un prix moyen qui soit plutôt intéressant. C'est quelque chose c'est une stratégie aussi qui pourrait être faite par un acheteur à prix fixe qui commence en janvier 2022. C'est acheter 2022, 2023 et 2024 de manière à avoir un prix moyen qui restera élevé par rapport au marché et qui permettra de lisser le prix de 2022. Enfin, si vous avez un prix indexé donc pour 2023-2024, ce qu'on vous conseille, c'est avoir un contrat déjà. Ça nous paraît la base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au vu des évolutions du marché, on voit que les acheteurs ont un intérêt à avoir un contrat avec un fournisseur, quel qu'il soit, sur la plus longue durée possible, au moins 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il peut être intéressant actuellement de commencer à prendre des positions sur 2024, peut-être pas sur la totalité du volume, mais sur 25 ou 50%. Et il y a aussi des intérêts à prendre des positions sur 2025. Donc aujourd'hui, dans un contexte très changeant, le conseil de Gazprom, c'est vraiment essayer d'avoir une vue la plus lointaine possible et puis discuter avec votre fournisseur pour avoir les meilleurs conseils qui vous permettent d'essayer de limiter la hausse actuelle et d'avoir un prix moyen qui soit le plus intéressant possible. Donc voilà, on a fini, je dirais, la présentation. On a eu une liste de questions qui vient d'arriver devant moi. Donc, je vais y répondre à ce moment-là. Et puis, Pierre et Nadège, vous compléterez s'il y a besoin. Je pense que c'est le plus simple. Alors, première question, c'était sur l'EPR de Flamanville. C'est le démarrage de l'EPR ne participera-t-il pas à la diminution du coût énergétique? Alors, déjà, il faut qu'il se mette en service. Ça fait quand même un certain temps qu'on l'attend et on voit qu'il y a encore des difficultés de ce côté-là. Donc, on ne sait pas vraiment quand il sera en service. Après, l'EPR a coûté quand même un petit peu cher. Voilà, son coût moyen de production reste bas, puisque c'est des centrales nucléaires, mais il reste quand même un petit peu plus élevé que les anciennes centrales. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui participe à la construction du prix de l'électricité, ça n'est pas obligatoirement, c'est ce qu'on appelle le coût marginal de production de l'unité la plus chère mise en œuvre. Ça veut dire que quand vous avez du nucléaire, de l'éolien, du photovoltaïque et des centrales à charbon qui tournent pour fabriquer de l'électricité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, au gaz, eh bien, le prix de l'électricité sur le marché, c'est le prix que ça coûte de mettre en service la centrale qui coûte le plus cher. Donc finalement, le nucléaire, c'est très bien, ça permet de limiter les quantités, mais ce qui est important, c'est la dernière valeur qui va venir. Donc oui, le EPR va remplacer d'autres moyens de production. Donc en effet, ça fera que la hausse, elle arrivera peut-être plus tard, mais ça n'empêchera pas une hausse d'arriver si on revit une situation comme celle d'aujourd'hui. Voilà pour cette question-là. On a une autre question sur le stockage français. Alors, on a pu voir dans les slides que finalement, la France est un bon élève en termes de stockage, puisqu'on est à 95 ou 96% d'ailleurs aujourd'hui de stockage. Est-ce que ça couvre les besoins nationaux? Alors oui, aujourd'hui, la France a une législation sur le stockage qui est plus contraignante que nos autres collègues européens. En France, on dit que le stockage doit permettre de couvrir un hiver à 2%. Cela veut dire que ça doit couvrir un hiver, comme il en arrive le plus rude, tous les 50 ans. Donc, les deux hivers les plus rudes sur une durée de 100 ans. Dans les autres pays européens, le stockage est censé uniquement couvrir des hivers à 5%. Donc, l'hiver le plus froid, tel qu'il en y arrive un seulement tous les 20 ans.
Voilà, donc les stockages français sont très importants et ils permettent vraiment de gérer un hiver problématique. Après, on a vu que si on a une vague de froid qui peut être très longue, les stockages peuvent diminuer assez rapidement et à la fin de l'hiver, on peut se retrouver avec un impact réel sur le marché de l'absence finalement de stockage. On ne peut pas vider complètement les stockages non plus, sinon ils ne fonctionnent plus. On est obligé d'y laisser une quantité de gaz à la fin de l'hiver et tout ça fait que ça peut créer quand même des tensions sur le marché. Si on a un hiver en tout cas très long, voilà, rigoureux et long. Ensuite, on a une question. Si je peux juste me permettre, Jean-François, juste pour ajouter quelque chose. Il faut bien comprendre, et en tout cas la situation actuelle le démontre, il faut voir le marché du gaz, on va dire, comme un marché intégré. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir la position de la France au niveau des marchés. Vous savez qu'il y a aussi là, le marché espagnol à approvisionner. Et donc, du coup, les stockages servent aussi bien à fournir, on va dire, la consommation pour les clients finaux, et bien entendu pour tous les opérateurs, de pouvoir disposer de quantités de gaz pour approvisionner d'autres contreparties ou même un propre portefeuille dans différentes régions d'Europe. Il faut bien, la vue régionale ne suffit pas, mais il faut prendre la vue dans son ensemble. C'est pour ça qu'on est parti dans la présentation en présentant le GNL, les gazoducs, mais en tout cas, le stockage en lui-même sert aussi, comme barre d'ajustement pour la gestion du portefeuille, pour pouvoir aussi prendre du gaz et de pouvoir l'apporter, on va dire, dans différentes zones d'Europe. On va passer à la question suivante qui était la demande en GNL accrue en Chine sur la fin de l'année 2021 ne serait-elle pas également liée au fort besoin de production d'électricité après les baisses d'extraction de charbon? Alors, oui, tout à fait. On voit ici de toute façon la demande Chine plus Japon plus Corée du Sud. On n'est qu'à plus 13%, mais quand ce plus 13%, il traite sur un peu plus de 1300 TWh, on voit que la hausse, ça représente quand même un montant net qui est énorme, hein. On parle de 160 TWh, ce qui représente pas loin du quart de la demande de GNL européenne. Donc c'est là où on voit qu'en effet, quand la Chine tousse en GNL, tous les autres pays souffrent un petit peu et la Chine est très demandeuse en effet, et les baisses d'extraction de charbon auront un impact sur la demande de la Chine. C'est pour ça que j'expliquais que nous voyons un gaz à moyen terme qui ne sera pas au prix de début 2021, mais qui sera plutôt entre 25 et 35 euros, peut-être plutôt même entre 30 et 35 euros du mégawattheure. Et tout cet élément-là, la Chine est vraiment un driver important du prix, et les décisions environnementales prises par la Chine, qui peuvent être assez tranchantes, auront un impact direct en effet sur les prix des marchés européens et mondiaux. On a enfin une autre question deux autres questions, excusez-moi, sur le charbon allemand qui a remplacé le gaz dans le merit order. Aujourd'hui, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais vous avez dans cette composante, ce qu'il faut ajouter, c'est le prix de la tonne carbone qui a énormément monté dernièrement. Et en effet, tout ça aussi a un impact aujourd'hui sur le fait de savoir quelle est la rentabilité économique d'une centrale à charbon par rapport à une centrale à gaz. Après, il y a quand même une question environnementale qu'il faut se poser là-dessus, et ça, ce sont aux États d'y répondre, ça n'est pas à nous. Voilà, personne ne complète, c'est parfait. Et une dernière question, c'est Nord Stream 2 fait-il augmenter la production? Non, Nord Stream 2 ne fait pas augmenter la production. Par contre, l'arrivée de Nord Stream 2 et sa mise en service peuvent faire venir plus de gaz russe potentiellement en Europe. Et ça peut avoir un effet de détente sur les prix, même si, comme on l'a vu sur le premier slide, celui-ci, les flèches rouges, il y en a beaucoup, les flèches vertes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut s'attendre quand même de manière globale à un marché du gaz dans les années à venir qui soit plus tendu que ce qu'on a pu connaître sur les 2 dernières années. Voilà pour les questions qui m'ont été posées. Je ne sais pas si on en a d'autres qui sont arrivées. On a effectivement d'autres questions qui sont arrivées, qui sont très complètes. On peut déjà les regarder, voir si la réponse est trop longue, on peut également faire une réponse par email. Alors, on est évidemment à votre disposition. On nous dit, vous indiquez que les volumes supplémentaires apportés sur le marché européen par Nord Stream 2 devraient, entre guillemets, détendre le marché, mais nous retrouvons avec la sortie définitive, à nouveau, entre guillemets, du nucléaire par l'Allemagne. Le développement des centrales va s'accroître exponentiellement, avec l'augmentation de la part du solaire et de l'éolien dans le mix énergétique européen. Donc là-dessus, on a une question, si je comprends bien, sur la sortie de l'Allemagne du nucléaire. Alors, ça, c'est un vrai sujet finalement. C'est quel sera le mix de production électrique européen?
Malheureusement, je n'ai pas de réponse sur ce sujet. On a déjà vu que la sortie de l'Allemagne du nucléaire a eu des impacts parce que c'est bien de décider d'arrêter du nucléaire, mais si on met à la place des centrales, des cycles combinés gaz pour produire l'électricité, bien évidemment, on va mettre de la tension sur le prix du gaz. Donc ça, tous les choix qui seront pris et qui sont au niveau politique dans chaque pays auront bien évidemment un impact sur le coût de l'électricité et du gaz. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, on va faire un peu de publicité à RTE, le réseau de transport d'électricité, qui a sorti, c'était hier, leur grande étude sur la production d'électricité en France à l'horizon 2050. Il y a plusieurs scénarios, beaucoup qui intègrent encore du nucléaire d'ailleurs, et je vous invite à aller les voir pour voir ce qu'on peut comprendre en regardant la synthèse, quand même beaucoup de choses, et on voit que les décisions politiques ont un impact direct sur les niveaux du marché, ça c'est très clair. Alix, je ne sais pas s'il y a d'autres, si tu as d'autres questions à laquelle on n'a pas répondu. Nous aussi, on a plusieurs, elles sont très intéressantes. Alors, on a une question manifestement d'un client qui pose la question suivante. En contrat à prix fixe, la clause Fidelio que vous proposez a-t-elle de beaux jours devant elle, et ce, dès 12 mois de contrat? Alors, bon, ça, c'est moi qui vais répondre aussi, du coup. On va pas, le but n'est pas de discuter des offres de Gazprom aujourd'hui, pour être totalement transparent. On est là pour parler du marché. Simplement, une clause Fidelio, c'est une clause qui permet à un client de reconduire son contrat et de moyenner à la baisse son contrat si la vision du marché futur est à la baisse. Tout simplement. Donc, oui, mais merci pour la question. En fait, potentiellement, elle a de beaux jours devant elle parce qu'on va avoir des gens qui auront des prix très chers et qui voudront peut-être reconduire une année supplémentaire à prix moyen pour faire baisser leur coût d'une année en cours. C'est un peu ce que je disais de faire, finalement, en prenant du 3 ans pour moyenner son prix, même s'il reste élevé sur 3 ans, c'est toujours mieux que la hausse très importante de 2022. Donc oui, ce type de clauses, je ne sais pas si elles sont proposées par nos concurrents, mais elles sont intéressantes aujourd'hui, sous réserve, bien évidemment, que toute l'analyse du risque crédit soit faite, puisque ce sont des clauses qui sont intéressantes pour les clients, mais qui impliquent un transfert de marge pour l'opérateur gazier qui pourrait presque vendre à perte une année pour regagner la marge l'année suivante. Donc, on doit bien évidemment être sûr que le client consomme la même quantité de gaz l'année suivante et qu'il va rester sur le marché. Voilà. Je ne sais pas si on a encore d'autres questions. On a d'autres questions également sur les volumes. Je ne sais pas si on peut y répondre déjà. On en a notamment une sur les volumes délivrés par Nord Stream 2. Est-ce qu'ils couvreront d'office les contrats sur des longues durées? Et combien de volumes seront disponibles? Et aussi, question sur les volumes, mais on change de continent. Peut-on avoir une visualisation des tendances haussières de consommation de gaz en Amérique du Nord entre 2020 et 2021 et leurs volumes consommés? Alors, on va laisser Pierre répondre pour Nord Stream 2. Alors, pour Nord Stream 2, bien sûr, ce qui compte, c'est la configuration de l'approvisionnement. Bien entendu, ce sont, comme on l'a présenté sur la slide sur l'approvisionnement européen, des nouvelles routes du gaz qui sont des leviers sur la formation des prix. Bien entendu, il y a le fournisseur qui utilise les gazoducs disponibles pour pouvoir approvisionner les différentes zones. Bien entendu, les contrats long terme associés à Nord Stream 2 sont dans une zone particulière, parce que bien entendu, après, il y a toute la question du transit du gaz et de savoir qui paierait le transit, en tout cas sur les nouvelles routes, quand les contrats long terme arriveront à échéance. En tout cas, la chose qui est importante, et comme l'a exposé Jean-François dans cette présentation, c'est de pouvoir bien comprendre, on va dire, les différents facteurs qui sont présents et ceux qui jouent sur la formation des prix et comment ceux-ci sont utilisés pour obtenir, bien entendu, le maximum de quantité de gaz disponible. Bien entendu, si toutes les routes sont utilisées, ça augmente le niveau de gaz disponible et donc le transit se trouve facilité. Et donc, du coup, il y a cette pression baissière constante sur les prix. Bien entendu, si des routes sont moins utilisées ou sont utilisées de manière différente, il pourrait y avoir des tensions sur la formation des prix. En tout cas, c'est cette volonté-là sur les volumes. On ne pourra pas rentrer trop dans le détail sur les volumes du transit parce que, bien entendu, il faudrait voir de séparer les quantités. Et ça, c'est assez, on peut en déduire, mais en tout cas, c'est compliqué à avoir toute cette transparence. Mais en tout cas, la volonté est celle-ci d'avoir cette nouvelle route pour avoir des quantités disponibles à approvisionner sur le marché européen, pour avoir ce levier. Ce n'est pas dit que directement une Nord 2 sera un effet baissier, mais en tout cas, son utilisation pourrait faire baisser les prix. Et je vais compléter en disant que
le fait que ce qui arrive par Nord Stream 2 soit ça des contrats à long terme ou des contrats pour le spot, l'important c'est qu'il y ait du gaz qui arrive, entre guillemets, surtout. Parce que du coup, ça détend l'offre et ça permet de compenser en partie la demande. Quant à la question sur l'Amérique du Nord, je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse comme ça. Je ne sais pas si Nadège, si tu On as pourra des l'inclure éléments, justement, on pourra je pense, l'inclure. dans la présentation qu'on va On pourra envoyer. rajouter ces On a été éléments-là dans la ouais. présentation qu'on enverra pour vous donner tous ces éléments. Merci à tous les trois. On a également une autre question qui est intéressante. Est-ce que le développement de la méthanisation peut compenser l'exposition aux variations du GNL? Alors ça, c'est une bonne question. Vous avez vu ma réaction, c'est que je n'ai pas vraiment de réponse, malheureusement. C'est une très bonne question. Alors, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Voilà, il faut qu'on développe le biométhane pour avoir un gaz qui soit vert. Aujourd'hui, on a beaucoup d'installations de méthanisation qui sont en fabrication en France. Vous en avez beaucoup en Allemagne. C'est un secteur qui se développe énormément. Maintenant, est-ce que le niveau des productions actuelles, tel qu'on peut le voir, je pense qu'il n'est pas suffisant pour avoir un impact sur le prix du marché, d'autant que la méthanisation, ça coûte très cher. Si on regarde les prix en France, le coût de la méthanisation, il est entre 90 et 100 euros du mégawattheure. Donc, s'il n'était pas subventionné par l'État, aujourd'hui, il n'y aurait pas de méthanisation. Donc, quand on a un coût de production aussi cher, d'ailleurs, on a passé quelques jours, finalement, le marché était plus élevé que le prix de la méthanisation, ce qui n'était jamais arrivé, ça c'est pour l'anecdote. Mais voilà, donc aujourd'hui, avec le coût de méthanisation, on ne peut pas dire que ça va avoir un impact intéressant sur le marché. Maintenant, tout le monde veut qu'il y ait des évolutions technologiques pour pouvoir avoir un coût de méthanisation qui soit de plus en plus bas, de manière à arriver à un niveau de prix marché. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour y arriver, et qu'en effet, si ça fonctionne, à ce moment-là, le biométhane aura peut-être un impact sur le marché, mais à court terme, et peut-être même à horizon 2030, à titre personnel, je n'en suis pas convaincu, mais je ne suis pas un expert. Je ne sais pas si Nadège ou Pierre veulent ajouter un complément là-dessus. Mais la seule chose qui démontre, c'est de voir les volumes. Si on parle du marché français, c'est un marché de 480 TWh de gaz, avec des fournitures flexibles en termes de long terme de GNL. Si on regarde la biométhanisation, on est sur quelque chose qui doit tendre vers 12 TWh. Et bien entendu, si on doit fournir une centrale électrique, une industrielle ou un marché résidentiel, la flexibilité doit être derrière. Ce n'est pas juste, on va dire, une installation ou une couleur de gaz, mais c'est tout un mécanisme qui soit assez flexible pour pouvoir répondre à la demande, parce que sinon, on se retrouvera en défaut. Et donc, du coup, le coût du défaut serait assez élevé. Donc, c'est un projet de complément de fourniture actuellement, mais en tout cas, sur le long terme, l'objectif d'arriver, c'est d'avoir une quantité déjà disponible, abondante, et bien entendu, des quantités de réserve, on va dire, de flexibilité pour pouvoir répondre à tous les écarts de demande qu'actuellement le gaz gris est en mesure de satisfaire. Très bien, merci Pierre. Une dernière question avec des remerciements qui vient d'arriver. Je ne sais pas si on a le temps de la traiter. Dans le pire des cas, on vous répond par email, bien sûr. Alors, je vais la lire parce qu'apparemment, on peut encore se permettre. On peut en prendre une ou deux, oui, tout à fait. Donc, malgré votre focus sur l'impact climatique, sur les évolutions, on constate finalement, comparé avec les années précédentes, que le climat français et même Europe joue finalement peu sur les évolutions récentes. Pensez-vous que la saisonnalité puisse rester un driver fiable pour une politique d'achat gaz en France? Alors, merci Pierre-Antoine pour cette question. Pour être transparent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que non, la dureté de l'hiver a un réel impact, en tout cas sur le marché au moment de l'hiver. Donc, bien évidemment, si ensuite on passe l'hiver, on voit les prix s'adaptent, il peut y avoir des baisses, mais aujourd'hui, l'hiver est très important, et c'est ce que je disais finalement, c'est que ça n'est pas que l'hiver européen qui est important sur la construction des prix, c'est les hivers mondiaux chez les grands consommateurs de gaz. Et aujourd'hui, comme je disais, on prie tous pour que aussi en Asie, la vague de froid qui s'annonce soit assez courte, parce qu'elle aura un impact qui peut être important sur le coût européen. Donc je pense que la saisonnalité va rester un driver, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut le dire comme on veut, on consomme plus de gaz en hiver, et donc le gaz sera toujours plus cher en hiver qu'en été, et un client qui aura un profil de consommation plus hivernal qu'un profil de consommation plat verra plus cher son gaz. Ça, malheureusement, ça reste une constante qui n'est pas prête d'évoluer pour nous. Voilà. Très bien, merci Jean-François.
Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Néanmoins, nous restons à votre disposition si des questions arrivent plus tard. Vous avez peut-être déjà un contact chez Gazprom Énergie. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à me répondre aux invitations que vous avez reçues pour ce webinaire, donc Alix de Gazprom Énergie. Je me ferai un plaisir de les transmettre à nos 3 intervenants du jour, Nadège Cherkachin, Jean-François Daubonne et Pierre Sass. En attendant, merci à vous, merci à tous d'être venus. Vous avez été extrêmement nombreux. Nous sommes agréablement surpris, mais en même temps, vu l'actualité, ça ne fait pas de doute qu'il y a beaucoup d'intérêt pour toutes ces questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous vous envoyons la présentation et le replay de ce webinaire dans les 24 heures qui viennent. En vous remerciant et en vous souhaitant une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.